entraînement dans le froid avec Lucas au Québec, à Saint-Adèle. Il faisait moins 30 et comme Lucas il va avoir 30 ans lundi, dans 2 jours, on a décidé évidemment de faire 30 km. 30 km aller-retour, pas 30 km aller et 30 km retour. Hein. On a entraînement pour l'Iditarod dans maintenant à peu près 1 mois. On a hâte. Hâte d'y être. J'ai découvert l'Alaska en 1988. J'avais été invité à participer à une course de ski poulka avec ma chienne. Et j'ai immédiatement aimé ce grand et beau pays. Les lumières, la nature forte et omniprésente, les villages indiens. Ce qui m'a le plus marqué, c'est sans doute le côté sauvage et isolé. Et je me souviens, j'ai été très impressionné. Je me suis senti en harmonie, heureux dans ce beau pays et j'ai tout de suite eu envie de revenir. Alors je suis revenu en Alaska pour la seconde fois, exactement 10 ans plus tard, en 1998. Et je suis retourné cette fois-ci toujours avec ma chienne. Et c'était pour participer à une course longue distance de 600 km sur la piste Iditarod. L'Iditarod, c'est la plus grande course de chiens de traîneau du monde. Une course qui part d'Anchorage, au sud de l'Alaska, jusqu'au détroit de Bering, au nord, avec une distance d'environ 1650 km. La particularité, c'est que cette piste, elle est ouverte une seule fois par an pour cette course de chiens par des motoneiges. Et pendant cette course, des Américains ont eu l'idée de créer une autre course sans chiens cette fois-ci. Une course qu'on peut faire à pied, à ski ou bien à vélo. Et en 1998, je suis retourné en Alaska pour faire une partie de cette course sur les 600 premiers kilomètres avec mon chien. Mon chien et moi-même, on tirait tous les deux une poulka. J'ai vraiment aimé ce pays et j'y suis retourné à différentes occasions et avec des amis ou mes chiens, que j'ai eu 2 chiens dans ma vie et j'ai fait des voyages avec eux en Alaska. Et puis j'ai fait soit cette course que j'ai fait 3 fois jusqu'à McGrath à ski, mais aussi j'ai fait des petits tronçons de la piste Iditarod avec des amis, mon ami Rock Pollen, Bruno, Jean-Christian. À ce jour, je connais un petit peu le parcours. J'ai reconnu une grande partie, mais je n'ai jamais fait la piste dans son intégralité. Cette année, en 2022, j'ai pour projet de skier les 1650 km jusqu'à Nome, c'est-à-dire la totalité de la piste Iditarod. Et cette année, mon fils Lucas va faire avec moi les 600 premiers kilomètres. Voilà, 4 jours avant le départ, on est parti à Knik repérer
les premiers kilomètres. Les conditions sont chaudes, la neige un peu molle, mais ils annoncent un petit coup de froid dans les genoux à venir, ce qui sera super pour le départ. La glisse est déjà bonne, des grands moments nous attendent. Voilà, là, cette fois-ci, dans 1 heure, on est parti. On est super excités. Le départ de cette course est super chouette. En fait, c'est très minimaliste, il n'y a pas une vraie organisation. Il y a peu de concurrents, il y a seulement 80 dossards qui ont le droit de faire la course. 30 personnes qui peuvent aller jusqu'à Nome, 50 personnes qui peuvent aller faire la course jusqu'à McGrath. Tous des fanas de l'ultra, des gens qui ont des grands CV sportifs, et c'était déjà un super bon moment ce départ avec Lucas. Voilà, enfin parti. La condition des trails sont vraiment superbes. Une année à skieur, on est 10 en tout. 4 pour tenter d'aller jusqu'à Nome et 6 pour aller jusqu'à McGrath. Ça va être génial. Hi guys, let's go, let's go. Voilà, nous sommes lundi soir, il est bientôt 18 h, donc la course est partie depuis maintenant 28 h, depuis hier à 14 h. Avec Lucas, on a déjà battu 120 km de ski de fond dans une contrée pas facile. Finalement, il faisait beaucoup plus froid que prévu. Ce matin, on s'est réveillé, il faisait un bon -15. On a campé cette nuit, on a très mal dormi, moi j'ai dormi 2 heures. Et là on va on a repéré sur la carte, il y a un lodge pas bien loin de la piste, et donc ça fait partie du règlement, c'est valable pour tous les concurrents, donc c'est pas vraiment une assistance organisée. Alors la nuit, comment ça se passe ? Soit on monte notre tente, soit on dort éventuellement dans une tente de l'organisation. Il y en a quelques-unes au long du chemin. Et là, on a à disposition de l'eau chaude, du thé, du chocolat chaud, de la soupe. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'il y a un petit espace réduit pour dormir. Et ensuite, il y a souvent 6 places. Ça veut dire que le 7e qui arrive réveille le premier qui doit quitter la tente et reprendre la piste. Et l'autre solution, c'était aussi de dormir dans des lodges. Il y en a quelques-uns au début du parcours. On essaye de plutôt dormir dans une tente ou une cabane de l'organisation plutôt que dans sa propre tente. Ce que j'aime dans ce type de projet, c'est toute la préparation. Il faut étudier les cartes, choisir le meilleur équipement possible, mais surtout s'entraîner à skier sur des très longues distances. Et ça, j'adore ça.
et aussi m'entraîner à bivouaquer dans le froid. C'est pas simple pour moi parce que je suis très frileux en fait. Alors cet hiver, j'ai pu skier en Haute-Maurienne, dans le Jura, et ici sur le plateau du Vercors. Et malheureusement, cet hiver, il n'a pas fait grand froid et je suis pas vraiment bien confiant pour ma préparation pour l'Alaska. Troisième jour, conditions de la piste exceptionnelles. On est à peu près à la mi-journée et on espère atteindre Finger Lake ce soir. C'est super. Je me demande pourquoi je suis pas venu plus tôt. Hello. Hello. What a trail, eh? Voilà, mise en place des pots pour la montée. Voilà, on est parti. Alors? Quatrième jour. Ouais. On doit se rendre à Puntilla Lake. Il nous reste encore 35 km. Tout va bien, il neige un peu. Lucas, Ça va? t'en as marre? Non, mais c'est difficile. Les bosses. Alors là, on est tout près de Puntilla Lake. Juste avant le col de Rainy Pass. On y est, mise en place des waders.
La course Iditarod, c'est une course sans assistance, c'est-à-dire on doit un petit peu organiser soi-même les déposes de nourriture. On a quelques points où l'organisation nous met à disposition de l'essence, nous achemine des drop bags, c'est-à-dire des sacs dans lesquels on a pu envoyer uniquement de la nourriture et des consommables, c'est-à-dire des chaufferettes, des piles. On n'a pas le droit d'envoyer du matériel de rechange. On peut aussi bénéficier de l'assistance qui existe sur la course, c'est-à-dire des villages, des maisons, puisque cette assistance, elle est autorisée pour tout le monde. J'ai dû préparer 1 mois de repas. Il faut faire des colis et envoyer ces colis par la poste dans les différents villages situés tout au long du parcours. Donc on a passé ces 8 jours à préparer notre matériel, farter les skis, préparer des sacs d'aliments. Un premier moment super sympa. On avait invité dans le lodge avec nous Asbjørn, un Danois qui faisait la course avec moi en ski jusqu'à Nome. L'Alaska est victime aussi du réchauffement climatique et on a eu un passage au milieu de la course sans neige, sans vraiment pouvoir skier pendant 60 km. Et ça a laissé beaucoup de traces. On n'avait pas prévu d'emmener des chaussures pour marcher. Donc on avait nos chaussures de fond qui nous faisaient mal aux pieds. Moi j'ai eu les pieds énormément esquintés, Lucas aussi. Ça a conditionné la suite de la course. Lucas. Et voilà, nous y sommes, faire de l'eau avec de la neige.
ça, il suffit de faire chauffer de la neige et ça nous fait de l'eau. Arrivé à Nikolai avec Lucas, super, une super semaine. Il reste une étape de 80 km jusqu'à Magras. On va entamer cet après-midi. On a bivouaqué 2 fois, c'était terrible la partie Rhône-Nikolai parce qu'il en a fait 60 km, c'est-à-dire 50% sans neige. Donc nos poulkas, elles ont pris très cher. Il est 4 h du matin et on arrive enfin à Magras. C'est dingue. On vient de skier presque 120 km en moins de 24 heures. À la fin, dans la nuit, on avançait comme des robots. On est tous les deux exténués mais vraiment heureux. Et voilà, j'ai quitté Magras ce matin et j'ai embrassé et remercié mon fils Lucas qui a fait la première partie avec moi jusqu'à Magras. Et il me restait 2 tiers du parcours, environ 1000 km. Je pensais que ça serait dur, mais finalement ça s'est bien passé. Pour le moment, j'ai pas pleuré mon fils et la solitude. Je suis bien dans ma tête. Il fait un temps magnifique. Je ne sais pas si vous voyez. Très froid, le ciel découvert, il devait faire moins 20 ce matin. Voilà, et là je suis à mi-chemin entre Magras et Takotna et j'espère aller jusqu'à Ophir ce soir. Voilà, mais tout va bien, je suis apaisé. J'ai fait une journée de repos complet à Magras. J'ai besoin de récupérer, de charger mes batteries au propre comme au figuré. Soigner mes pieds, faire une bonne nuit de sommeil, et c'est ce que j'ai fait et j'ai l'impression que c'était une bonne idée. Voilà. Petite vidéo dans une cabane au bord de la piste à Ophir. Je vais vous montrer. Le poêle est en route, c'est un poêle à pétrole. Alors le problème c'est que la cabine n'était pas chauffée, alors il pleut. Toute l'humidité intérieure est en train de descendre, ça dégèle. Donc je suis tout seul, je me suis installé comme un chef et je vais passer une bonne nuit. Il fait déjà à peu près chaud, quoi, 5 degrés. Ça change de l'extérieur où il fait à peu près moins 15. Je crois qu'on est vendredi matin, le jour se lève. On est entre Krippel et Ruby.
Je suis vraiment dans le doute parce que il a beaucoup neigé. Je vais vous montrer un peu la piste d'Iditarod. Il a énormément neigé. J'ai beaucoup tracé. Depuis hier, je suis avec les pots. Les pots de phoque, tellement il y avait la neige profonde. Bon, là, il y a des attelages de chiens qui sont repartis. En plus, hier soir, en tombant, j'ai cassé un bâton. Donc j'ai pu faire une réparation de fortune, ça marche pas si mal que ça. J'ai d'abord taillé un morceau de bois mis à l'intérieur. Et ensuite j'ai mis un haubans sur le côté. Voilà, il doit être 8h du matin. Je fais de l'eau là pour mon oatmeal. Le oatmeal, c'est la boisson de l'Iditarod. Je suis assez désemparé parce que je suis parti de Magras il y a 4 jours et demi. Maintenant c'est le 5e jour et j'ai vu personne à part Christophe, un Suisse qui vit aux États-Unis, avec qui j'ai dû parler 10 minutes, qui vient de me passer là ce matin. Donc je sais pas trop ce que je veux faire. En plus avec la panne de jambes, je me dis que je suis pas venu ici pour m'emmerder, et c'est vrai que c'était pas facile. C'est plutôt dur. Là j'ai vu personne. Le vent ne souffle plus. Hier on a eu un vent dans le pif toute la journée. Bonjour à tous, je suis à Ruby, au bord du Yukon, le grand fleuve que vous voyez derrière moi. Juste pour vous remercier déjà de vos messages d'encouragement, pour ceux qui ont pu m'envoyer des petits messages, vous dire que je vais très bien, que j'ai cependant décidé d'arrêter cette aventure à Ruby. D'abord parce que je me suis senti vraiment très seul. Les 5 derniers jours, c'était pénible. Et ensuite, physiquement, c'était juste. J'avais du mal, dans les nuits sous tente, vu le froid qu'il fait, à récupérer. Et je me suis dit que j'étais vraiment limite et que si la température devenait plus basse, ce qui est annoncé pour les jours prochains, ça aurait été très difficile. Voilà, je repars cet après-midi dans un petit avion sur Fairbanks et après Anchorage demain, et je rentrerai en France dès que possible. À bientôt. Bon, tu penses qu'il va retourner à cet événement ou... Moi-même, non. Ah, ça, c'est sûr, ah, non.
l'Iditarod 2022, ça restera un super souvenir. Alors bien sûr, j'ai un peu de déception. Je n'ai pas réussi à faire la totalité de la piste Iditarod en entier, puisque j'ai arrêté mon voyage à la moitié, un peu plus de la moitié. Mais par contre, ce que j'ai pu partager avec mon fils Lucas, ce fut extraordinaire. On s'est globalement super bien entendu et on s'est bien entraîné. L'arrivée à 4h du matin à McGrath, après 120 km de ski sans s'arrêter, ça restera un moment et une émotion assez forte, un truc incroyable. On skiait comme des avions, on s'encourageait et ça c'était vraiment génial. J'ai pas toujours eu le temps de faire des choses avec mon fils quand il était petit, mais il est jamais trop tard. L'Alaska, c'est surtout des souvenirs avec de nombreux amis. Des amis que j'ai rencontrés ici, mais aussi des amis qui sont venus avec moi faire un bout du voyage, un bout de cette piste. Des gens qui me sont très chers. Et j'ai toujours beaucoup d'émotions lorsque je reviens ici. La piste Iditarod à ski, en fait, c'est un rêve de presque 25 ans. Alors, je me pose la question, est-ce que je vais réussir l'année prochaine, en 2023 ? Je ne suis plus tout à fait jeune. C'est quand même un challenge physique et mental qui n'est pas très simple. Alors c'est sûr, j'ai emmagasiné beaucoup d'expériences dans mes différents voyages et j'ai l'impression que je reviens chaque fois un petit peu plus fort. Néanmoins, le temps passe. Chaque échec, ça prépare toujours la nouvelle victoire à venir. Et c'est sans doute ça qui me pousse à continuer. En 2023, ça sera mon 10e voyage ici. Et peut-être le dernier. Et vous avez assez de batterie pour ce machin? Thank you. Now it's registered. I forget, instead of the finger, it's the thumb. Voilà, on est arrivé à la rivière. On va bricoler un petit système pour aller chercher de l'eau. Bon, pas grand chose. Alors faut on trouve une autre solution. Et comment on sait si ça enregistre ? Elle s'enregistre, non. Mais comme elle est froide, elle dit que... Ouais, il y a le petit rouge qui... Ah ouais. Et voilà, bientôt au col de la Sarna. Et on n'est pas rendu, comme on dit. Mais il y a du comté. C'est magnifique.